Bonjour, bienvenue dans ce numéro d'août des dialogues littéraires. À Brest, que du nouveau. J'en veux pour preuve cette exposition innovante dans la médiathèque des Capucins qui s'intitule « Au fil de Lappenfeld, rêver la ville ». Publié aux éditions Dialogue, vous pourrez retrouver le catalogue de l'exposition au prix de 6 € à la librairie. Dans cette émission, nous irons retrouver Anaïk, au rayon science-fiction et polar, pour ses conseils de lecture. Vous écouterez ensuite Agnès Martin-Lugan et Agnès Ledigue au micro de Laurence et Constance. Enfin, vous pourrez dresser de nouvelles listes de lecture pour l'été grâce aux conseils avisés de Sophie Talmen, Agnès Martin-Lugan et Agnès Ledigue qui se sont gentiment prêtées au jeu de la boîte à questions. Née à Saint-Malo en 1979, Agnès Martin-Lugan publie son 7e roman. Il s'intitule « À la lumière du petit matin ». Agnès Ledigue est-elle sage-femme? Elle a publié plusieurs ouvrages, dont 6 romans à succès. Son dernier roman s'intitule « Dans le murmure des feuilles qui dansent ». Retrouvons-les toutes les deux pour une interview croisée au micro de Laurence et Constance. Agnès Martin-Lugan, bonjour et merci beaucoup de votre venue à Dialogue aujourd'hui. Alors vous venez nous présenter À la lumière du petit matin, votre 6e roman qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui a été à l'origine de ce roman? J'ai très vite eu en fait l'image d'une professeure de danse qui se blesse. Ça a été un des premiers points de départ du roman. Et après, quand j'ai pensé à cette professeure de danse, très vite en fait, la notion de maîtresse s'est rajoutée. Et avec l'envie de vraiment parler de la maîtresse, et de sortir de la position caricaturale. Alors cet ouvrage s'est fait en 2 temps en fait. J'avais d'abord écrit l'échange épistolaire il y a quelques années, entre Anaëlle et Hervé. Je l'avais laissé dans un tiroir. Et puis en parallèle, je cherchais une façon d'aborder le thème de la maladie de l'enfant. Et j'ai retricoté les 2 histoires pour qu'elles se rejoignent et qu'elles se répondent en fait. Thomas traverse cette difficulté dans l'accompagnement de son petit frère. Anaëlle, après son accident de la route, vous l'avez dit, a aussi est à une dure étape de sa vie dans sa reconstruction après l'accident. Alors pourriez-vous nous dire comment est-ce qu'ils vont combattre ces aléas de la vie ? Donc Anaëlle, c'est une jeune femme qui se reconstruit après un accident et qui en fait dans cet échange épistolaire qui est très, à la base il est très, c'est du hasard, elle ne pense pas démarrer un échange épistolaire aussi long avec Hervé. Elle a juste besoin d'informations techniques de la part d'un procureur, donc elle lui écrit et il se trouve que lui s'ennuie dans sa vie, donc cette petite fantaisie dans ce premier courrier va le réveiller et va lui donner envie de continuer. Et elle, en fait, au fil de l'échange, elle va se rendre compte qu'elle peut de nouveau être désirable, qu'elle peut de nouveau avoir envie de plaire à quelqu'un. Donc ça va lui faire beaucoup de bien. J'avais vraiment envie de parler de la maîtresse, femme éperdument amoureuse, qui subit finalement plus qu'autre chose cette situation. Et en même temps, avec un homme qui ne lui promet rien. Parce que c'est ça, en fait, l'histoire d'Hortense et d'Aymeric, c'est que Aymeric, cet homme, ne lui a jamais dit qu'il allait quitter sa femme et ses enfants pour elle. Alors c'est vrai que moi, depuis que j'écris, en fait, je n'arrive pas à écrire autrement qu'à la première personne, parce que j'ai vraiment besoin de créer un lien hyper fusionnel avec mon personnage principal. Et une fois que je sens que finalement, il va aussi se passer beaucoup de choses dans mon corps à moi, pendant que je vais écrire, c'est à partir de ce moment-là que je me lance dans l'écriture. Ce n'est plus moi qui pense, c'est mon personnage principal. C'est pour ça que je vois plus forcément ce que sont en train de préparer les personnages secondaires et je me fais surprendre par les personnages secondaires de la même façon qu'Hortense se fait surprendre par les personnages qu'elle côtoie. Et c'est vrai que du coup, il y a aussi des traductions physiques chez moi où il m'arrive régulièrement de pleurer en écrivant, de rire, une espèce de légèreté qui va s'installer s'il y a un sentiment amoureux qui s'installe. Et c'est quelque chose dont je ne peux pas écrire si je ne sens pas que ça va se passer comme ça entre mon personnage principal et moi. En général, dans mes histoires, je parle des écorchés de la vie, ceux qui traversent des épreuves difficiles, mais qui se rencontrent et qui arrivent à se faire la courte échelle ensemble. Je parlais de l'échange épistolaire. Hervé va faire du bien à Anaëlle, Anaëlle va faire du bien à Hervé. À chaque fois, c'est des rencontres où c'est les aléas de la vie, c'est ce que la vie vous amène
qui va vous faire réfléchir et rebondir. Mais j'essaie toujours de mettre de l'espoir parce que c'est ça qui est tellement important. On a tous des casseroles, on traverse tous des épreuves plus ou moins difficiles. On a tous cette capacité au fond de soi de rebondir et d'avancer et de remonter. Et du coup, à travers le livre, on découvre aussi l'importance de la nature. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce lien avec la forêt et son influence sur les êtres humains? Alors, j'ai toujours été proche de la nature. J'avais des parents qui étaient très proches de la nature, qui m'ont transmis ça. Et au fil du temps, je me rends compte que c'est important de faire prendre conscience du rôle de la nature presque sur notre physiologie. En fait, il y a des vrais effets physiologiques quand on se promène dans la forêt. Alors c'est vrai que généralement j'aime bien qu'il y ait quand même une place assez importante à un lieu dans le roman. Après, il s'avère que si j'ai décidé que ce lieu-là soit le Luberon pour Hortense, parce que j'affectionne tout particulièrement cette région, et que de lui faire aussi comprendre qu'elle apprenne à prendre son temps, qu'elle apprenne à se poser, qu'elle apprenne à reprofiter du soleil sur sa peau, des sons. D'habitude, en général, mes personnages se déplacent plutôt pour changer de vie dans des endroits qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils découvrent au fur et à mesure du roman. Et là, j'avais envie de quelque chose qui se rapprochait plus du retour aux sources. Finalement, est-ce que Hortense n'est pas celle d'où elle vient? C'était ça aussi. J'avais envie de travailler avec elle. On vient de là, quand même. On vient de la nature. Et je crois sincèrement que la nature n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de la nature. Et d'aller un peu plus loin aussi, et peut-être de chercher une dimension de relation et de lien, de communication entre la nature et l'homme. J'y crois très fort. Sophie Talmen a rejoint les deux Agnès. Elle est, neurologue à l'hôpital de Lorient et vient de publier son 3e roman, De battre la chamade, qui dresse un portrait sans phare du monde hospitalier. Écoutons-les toutes les trois répondre à la boîte à questions. Oups. Des personnages de fiction avec lesquels vous feriez bien un naufrage. Oh là là. Oh là là. Alors, il y a un personnage, parce que je suis fan de Fred Vargas, donc je pense que je serais assez fascinée de partir avec Adamsberg. Adamsberg, le commissaire Adamsberg de Fred Vargas. Je l'emmènerais bien avec moi pour découvrir un petit peu son côté sombre. Adélaïde, dans Adélaïde de Marie Laberge, enfin, ce personnage-là, de cette saga de Marie Laberge, Gabrielle, Adélaïde, Florent. Avez-vous un lieu d'écriture estival favori? Eh bien, c'est vrai que je peux écrire partout. J'emmène avec moi mon petit carnet ou mon mode note de mon téléphone, donc sur une plage, face à la mer, en Bretagne. C'est dans mon bureau, dans ma maison à Rouen, ou alors c'est dans notre lieu de vacances où on est souvent en Provence, dans le Luberon, avec ma famille. Donc il y a toujours un moment d'écriture là-bas. Alors j'en ai même deux, qui se trouvent en Bretagne. Mine de rien, c'est quand même un joli hasard. J'ai dans la forêt de Brocéliande, pas loin du Val sans retour. Et l'autre lieu, c'est à Pléneuf-Valandré. Quel classique de la littérature emporteriez-vous sur une île isolée de tout? Alors ça va être un classique de la littérature anglaise et ça va être Orgueil et préjugés. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Classique de la littérature, je vais dire un recueil de poésie de Victor Hugo. Quelle lecture avez-vous prévue cet été? Donc je suis en train de lire L'intelligence des plantes. Je lirai le dernier Virginie Grimaldi. Je lis les essais de Montaigne aussi, parce que je vais faire des petites citations dans mon prochain roman. Je lirai également le dernier d'Agnès Ledig, des auteurs que je suis pour l'été. Je vous encourage à lire des livres sur la nature, pour aller se promener ensuite dans la nature. Nous sommes de retour à la librairie Dialogue où nous retrouvons Anaïk au rayon policier. Alors, bonjour Anaïk. Bonjour Delphine. Je crois que tu nous fais quitter la ville avec ta sélection de coups de cœur. Absolument. Alors, je vais vous parler de Laurent Guillaume et de son nouveau roman policier, Là où vivent les loups, aux éditions de Noël. Priam Monet, le personnage principal, est flic à l'IGPN, la police des polices, lorsque le corps d'un migrant est découvert en forêt. Ce que j'aime dans les romans policiers de Laurent Guillaume, c'est qu'en tant qu'ancien policier, il connaît parfaitement les rouages. Ses romans sont ancré dans la réalité. Alors, si vous aimez Olivier Norek, Pierre Poucheret, partez à la découverte de Laurent Guillaume. Là où vivent les loups est son 8e roman.
Merci Anaïk. Est-ce que tu peux nous dire vers quelle contrée tu nous emmènes pour ton deuxième choix? Oui, alors direction la Suède avec Silla et Rolf Berglind dans Colère blanche, qui est la suite d'un roman que j'avais adoré qui s'appelait Marée d'équinoxe. D'accord. On y faisait la connaissance d'Olivia Rönning, qui était jeune étudiante à l'école de police de Stockholm. Nous retrouvons Olivia 2 ans plus tard pour une nouvelle enquête. Une petite fille ghanéenne et un petit garçon kurde sont retrouvés assassinés. Avec Colère blanche, Silla et Rolf Berglind confirment qu'ils sont vraiment les spécialistes suédois de l'intrigue et du coup de théâtre. Merci beaucoup. Et un dernier titre en poche, je crois? Absolument. Alors, direction l'Australie avec Canicule de Jane Harper. Un titre de saison? Oui, tout à fait. Espérons que nous aurons également la canicule à sur nos Brest. côtes. Nous allons faire la connaissance d'Aaron Falk, qui est un agent fédéral de Melbourne. Oui. Et lorsqu'il apprend le décès de son ami d'enfance, Luc Adler, il va revenir dans le village de sa prime jeunesse, Kiewara. C'est un endroit qu'il a quitté précipitamment une vingtaine d'années auparavant. Qu'est-ce qui t'a tenu en haleine alors, Anaïk? Alors, c'est un roman assez lent, mais que j'ai beaucoup apprécié parce que finalement, Aaron Falk, sous ses airs un peu débonnaires ou hésitants, est un vrai rouleau compresseur. D'ailleurs, à peine avais-je terminé Canicule que j'ai retrouvé Aaron Falk dans la suite qui s'appelle Sauvage, D'accord, qui est sorti récemment également? aux éditions Kalman Levy, pour une autre aventure différente, mais avec ce personnage récurrent. D'accord. Merci beaucoup Anaïk pour tes choix. Avec plaisir, Delphine. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon mois d'août, de belles lectures et nous nous retrouvons à la rentrée. À bientôt. Thank you.